Bonjour. Aujourd'hui, je vous amène dans une ville très inspirante. C'est Lille, une ville magnifique avec une architecture flamande unique et en même temps très calme et très inspirante. C'est une ville qui est très créative, très chaleureuse. Je l'ai trouvée très conviviale. Je suis arrivée ici de Paris pour passer juste une journée. C'est très facile, c'est 1h20 de route en train, puis j'arrive à la gare Lille-Flandre et après c'est 5 minutes à pied jusqu'au centre-ville, en fait jusque la place d'Opéra que je vais vous montrer. La ville, autrefois capitale des Flandres, créée en 1066, qui est devenue française en 1668 sous le règne de Louis XIV, la ville de Charles de Gaulle qui est née là-bas, la ville de la Brique Rouge, ville avec une histoire riche, aujourd'hui propice à la Flandrie. Des décors pittoresques, des frises flamboyantes, des ruelles pavées, des cours cachées, etc. Je vais vous montrer tout ça. Et comme pour chaque mon voyage dans une ville que je connais pas encore, je prépare ce voyage. Donc, je vais vous montrer les plus beaux endroits, les endroits à visiter, les endroits parfois cachés et non pas visités souvent par les touristes, mais découvertes, savoureuses et mes coups de cœur. Et j'arrive ici, c'est la place du théâtre avec ces deux édifices emblématiques du début du XXe siècle. C'est la chambre de commerce avec l'architecture néo-flamande et l'opéra de Lille, néoclassique, qui fait référence d'ailleurs à l'opéra de Garnier à Paris. Et à gauche, on voit le beffroi de la chambre de commerce. À Lille, il y a 7 beffrois. 4 sont inscrites au patrimoine de l'UNESCO. En fait, Beffroi, au Moyen-Âge, c'était un tour de bois, tour municipal où on faisait le guet. Ce beffroi était construit, comme j'ai dit, au début du XXe siècle par Louis-Marie Cordonnier, qui était d'ailleurs un concepteur de l'opéra voisin. Et celui-ci, c'est un chef-d'œuvre de 66 mètres, absolument magnifique. Il a été construit dans un style néo-régionaliste inspiré de l'architecture flamande du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et chaque midi, 25 cloches de son carillon jouent les mélodies du Petit Quinquin, qui est une berceuse illustrant la vie ouvrière dans le nord de la France au XIXe siècle, jusqu'aux odes à la joie de Beethoven. La chambre de commerce qui se trouve dans cette bâtisse, c'est le palais de la Bourse. C'était construit, c'est l'ancien palais de la Bourse, c'était construit en 1906 par le même architecte et aujourd'hui, ce sont les bureaux et c'est absolument magnifique. Visitez si vous avez de la chance, c'est ouvert. Il faut juste demander la permission d'entrée. Et le coupole au-dessus du grand hall, ses peintures et ses vitraux rendent hommage à la puissante activité commerciale de la région. Et c'est absolument magnifique à voir. C'est de toute beauté. Et presque en face, ce bonhomme sonneur de cloches aux vêtements très apparents est installé ici depuis 1793. On dit qu'il servait autrefois à sonner l'ouverture et la fermeture de la vieille bourse qui est juste à côté. C'est pourquoi il est suspendu à cette énorme cloche. Maintenant, il y a une brasserie qui s'appelle La Cloche. Et ici, c'est s'appelle rue des Sept Agaches et c'est comme toutes les anecdotes de cette ville, c'est assez intéressant parce que à l'époque, il y avait une enseigne avec 7 pies et dans le patois de l'île, ça s'appelle des Agaches. Et juste à côté, il y a cette magnifique façade d'Art Nouveau. C'est l'ancienne bijouterie Léon Boutry qui a fonctionné pendant un siècle, plus que un siècle, depuis 1900 et à l'origine, elle était créée pour la bijouterie Bossu et maintenant c'est la coutellerie Bourly. Donc toute une histoire pour cette bâtisse, mais elle est conservée et regardez comment elle est magnifique. Et pour commencer ma journée, je me suis retrouvée ici. C'est un petit café qui s'appelle Joyeux
et qui emploie et forme des personnes en situation de handicap mental et cognitif. Et leur vision, c'est ouvrir les cœurs à la différence pour un monde meilleur. Que c'est touchant, c'était incroyable. Tous les petits détails qu'ils ont mis, toutes les petites attentions, la service était impeccable, tous ces gens gentils, c'est de tout calme, c'est incroyable. Je vous suggère de le visiter puis d'encourager ces gens-là parce que c'est vraiment incroyable ce que cette équipe fait. Il y a un autre endroit intéressant, ça s'appelle Crêperie Resto La Saint-Georges. Ce sont des crêpes salées ou sucrées avec le décor contemporain mais très chaleureux, où le chef propose une trentaine de galettes qu'il appelle George et qui portent tous les noms connus. George Michael, George Moustaki, toutes les George célèbres. C'est très intéressant comme endroit. J'ai pas mangé là-bas, mais c'est dans ma liste peut-être un jour. Et ici, c'était un autre endroit qui s'appelle au nord et que c'est un café caché dans un des cours. C'est un estaminet avec des plats traditionnels du nord et la cuisine au four au bois. J'imagine que c'est très animé le soir parce qu'il y avait plein de lumière attachée. D'ailleurs, cette ville m'a beaucoup surpris avec la créativité. Il y avait beaucoup de écriteaux très créative, très inspirante, très drôle parfois. C'est les vitrines, les petits détails que j'aime tant dans les villes et que j'apprécie tout le temps parce que ça montre la créativité des gens, puis comment les gens sont libres de créer. Puis ici, je pense, c'est très encouragé et ça paraît. Puis c'est toujours très agréable de flâner dans les villes comme ça où les gens aiment ce qu'ils font, se soucient de leur vitrine, puis nous font plaisir à nous, les touristes qui visitent cette ville puis qui ont envie de retourner encore une fois pour regarder encore et encore. Vraiment, Lille, c'est une belle ville de la créativité. J'ai beaucoup apprécié ça. Et ensuite, je me suis rendue ici, c'est la place Gilson où se trouve la cathédrale principale de l'île Notre-Dame de la Treille. Le centre d'art est un lieu d'exposition qui se situe dans la partie moderne de la crypte de la cathédrale. Cette cathédrale est très impressionnante. Elle ne ressemble pas du tout à ce qui était prévu et ce que vous imaginez peut-être avoir en regardant tout ça. L'histoire, comme toujours, joue son rôle. En fait, c'était la dernière cathédrale construite en France. Tout est commencé en 1854 pour construire quelque chose de grandiose dans le style gothique et flamboyant. Et il fallut 145 ans pour la finir et bien sûr, pendant ce temps, les goûts et les styles changeaient. En plus des guerres, manque d'argent, matériaux, etc. Donc, il fallait vraiment être tenace pour la finir. Et donc, cette œuvre qui a été commencée par l'architecte Charleroi en 1856, comme style néo-gothique, c'est toute une audace de le faire dans le style du 19e siècle, était terminée juste à la fin du 20e siècle par l'architecte Pierre-Louis Carrier, qui a fait une façade contemporaine. La statue miraculeuse de Notre-Dame de la Treille est la patronne de la ville et dont l'origine remonte au XIIIe siècle. Elle rendait la vue à des aveugles. Et d'ailleurs, c'est devant elle que Louis XIV jure de protéger les libertés des Lillois. Malheureusement, en 1959, l'original était volé et c'est la réplique qu'on peut voir dans cette église. Et à l'intérieur, 110 plaques de marbre blanc translucide qui laissent passer la lumière. Et d'ailleurs, la rosace est créée par Ladislas Quijano, un artiste du street art français qui est connu par sa technique des papiers froissés. Et ça, c'est la compagnie Saint-Nicolas qui était provisoire et qui n'a pas de style architectural lié à l'église, mais qui est resté. Faites le tour autour de cette église et vous verrez l'ensemble de belles façades et leur implantation en rond qui rappelle que la place est
construite sur l'ancienne place féodale et elle était entourée de canons. Et d'ailleurs, cette petite maison jaune, qui est très connue à Lille et qui est considérée comme la plus étroite maison de l'île, n'est pas une maison, mais un passage pour se rendre sur une autre place. Et ça, c'est depuis le Moyen-Âge, imaginez. Et ce mascaron qui est installé pour chasser les esprits ou peut-être des touristes trop envahissants. Qui sait? Ensuite, mes parents m'ont amené au jardin de l'abbaye de Los, un joli petit parc pour se détendre et se reposer durant la visite d'une ville avant de découvrir d'autres endroits intéressants. D'ailleurs, cet endroit est historique, qui commence au XIIe siècle quand Saint Bernard de passage à Flandre, Perche pour la croisade, et le comte de Flandre Thierry d'Alsace lui offre cette terre pour installer une communauté. Et donc l'histoire commence. 41 abbés vont faire de cet endroit non seulement un centre religieux et le pèlerinage célèbre Notre-Dame de Grâce, mais aussi une impressionnante et florissante entreprise économique. Mais la révolution de 1789 a tout détruit. Le clergé interdit ses biens confisqués, vendus et dispersés. Mais ce bâtiment restera la propriété de l'État. Et comme l'histoire connaît, dépôt, caserne, hôpital militaire, pour devenir en 1817 une prison, pour aujourd'hui abriter un parc paisible. Et ensuite, après la rue des Trois Mollets et la rue des Vieux Murs, d'ailleurs sur cette rue, il y a deux cafés et restaurants très intéressants. Un, c'est Tempère et l'autre, c'est l'Ogre de Caroselberg. Et il était fermé quand j'ai été là mardi. Donc, ce sont deux endroits intéressants, notez-les. Donc, j'arrive à la place aux Oignons. La place pittoresque est peut-être la plus jolie de la ville. Et ce qui est intéressant, son nom ne provient pas du marché aux oignons. Il n'y en avait pas. Mais il y avait un donjon. Et le nom latin Dominium s'est transformé en Dominion pour finalement oignon. Intéressant, n'est-ce pas? Ici, au XVIIIe siècle, il y avait les maisons des tisserands. Ensuite, c'était les maisons des ouvriers des usines aux alentours. Plus tard, dans les années 20 du XXe siècle, les habitats pour les plus pauvres et pour les immigrés. Et en fait, c'était l'endroit de grande misère et d'insalubrité avec du temps. Et dans les années 70, la ville hésite entre tout raser ou tout restaurer. Et finalement, c'était restauré. Et aujourd'hui, c'est un endroit très agréable pour s'asseoir, pour boire du café, pour manger, pour flâner, pour regarder. C'est vraiment très beau et plein de petits détails. J'ai beaucoup aimé ça. Et après, ici, ne ratez pas cette estaminette chez Petite Brigitte. C'est un ancien hôtel particulier du 19e siècle. C'est une ancienne imprimerie transformée en bistrot estaminette. C'est joyeux, charmant, avec une dose de bonne humeur, et c'est l'esprit de cette maison. Des bibelots, de brocantes, des verres, des vases, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et au centre de tout ça, la cuisine régionale, conviviale et savoureuse. En plus, ils sont ouverts toute la journée, jusque tard le soir et 7 jours sur 7. D'ailleurs, estaminette, c'est quoi? Estaminette désigne des brasseries typiques du Nord où il y a toujours des décors typiques, ustensiles anciens, plats et boissons rustiques et traditionnelles de la région. Et ici, en fait, l'estaminet est reconnu. Il y a le Welsh au sablé de 800, fait avec du lait cru de vache, à pâte souple et croûte brossée à la bière de 800. Juste prononcer ça, ça donne le goût de retourner immédiatement. Et leur menu est vraiment très intéressant. Et en fait, cette bâtisse est un monument historique
daté depuis 1630. C'est d'ailleurs ici que le roi Soleil installe en 1685 l'hôtel du juge garde des monnaies. Imaginez. C'est dans ces murs qu'on frappait les louis d'or, les fameux louis d'or, en rebaptisant la rue Saint-Pierre en rue de la Monnaie. Quelle histoire! Et quelle estaminette! C'est énorme, c'est très très grand, c'est rempli de détails, c'est rempli de petites choses que j'arrêtais pas de regarder. C'est plein d'antiquités, plein de petites choses que j'ai jamais vues ou qui me rappellent mon enfance. En tout cas, c'était très agréable. J'ai envie de retourner pour manger ici tous ces beaux plats traditionnels. Et pas loin de là, il a le merveilleux. Il est originaire du nord de la France. C'est une pâtisserie, on l'appelle aussi des boules choco. C'est dans les années 90 que Frédéric Vaucamp ouvre son premier magasin à Lille, au Merveilleux de Fred, et sur la rue de Monet, avec sa propre recette. Une meringue enrobée de crème fouettée au chocolat, recouverte de copeaux de chocolat noir. Et c'est le succès par la sensation et la légèreté de cette pâtisserie. Et maintenant, il y a dans beaucoup de villes pâtisserie Le Merveilleux, et d'ailleurs on en a un à Montréal sur la rue Saint-Denis, et vous les reconnaîtrez dans chaque ville du monde où il y en a par cet immense lustre de cristal, et parfois on peut même voir les comptoirs, on peut voir les créations de cette pâtisserie. Et ici, je suis rendue sur la rue Comtesse, où se trouve l'ancienne l'hospice Comtesse et maintenant le musée. Il était fondé en 1237 par la comtesse Jeanne de Flandre comme refuge pour les plus pauvres. Ensuite est arrivé un hôpital, un orphelinat et un hospice. Et ça fonctionnait jusqu'à 1939. Et en 1969, ça devient un musée de la vie lilloise de sa fondation à la Révolution française. Je l'ai pas visité parce que mardi il était fermé. Et ensuite, il reste pas grand-chose ici qu'on bâtisse parce qu'il était incendié plusieurs fois. Et il était incendié en 1468 et aujourd'hui il ne reste plus rien de l'hospice fondé au XIIIe siècle. Les bâtiments actuels datent de XVe et XVIIIe siècle en fait. Je continue ma promenade et j'arrive sur la place du Lion d'Or. D'ailleurs, les origines de cette place remontent à l'époque médiévale et on pense que ici, dans cette magnifique bâtisse très bien restaurée, c'était l'hôtel ou probablement un relais du poste lié à la poste aux chevaux, ou une autre légende, déformation de la phrase on lit, on dort, ou en auberge qui avait signe de lion doré. En tout cas, plein d'anecdotes sur cette place, mais c'est vraiment magnifique cette bâtisse de toute beauté. Et le temps de dîner m'a amené ici. En fait, c'est l'odeur de fromage qui m'a fait entrer ici. C'est une cuisine au fromage, aussi un endroit très
convivial avec une cuisine artisanale et j'imagine qu'en hiver ici c'est très réconfortant avec le raclette et la fondue. Moi j'ai pris cordon bleu et coquillettes, c'était délicieux. Et je continue ma promenade, je me promène et je me retrouve sur la rue des Bonnes Râpes. D'ailleurs, quelqu'un a jeté G sur l'affiche et j'ai pensé que ce sont des bonnes grappes, mais non, ce sont des râpes et des râpes, ce sont des navets en patois. Et ici, on retrouve vraiment une éclectique architecturale, mais très intéressante. Il y a des maisons de 2 étages du XVIIe siècle, il y a des bâtiments récents. D'ailleurs, il y a le resto, les petits poissons. On dit que c'est l'un des meilleurs restos du poisson en ville. Et ici, c'est la villa Agnès, construite au-dessus d'un ce restaurant. Il était construit sur les traces historiques du château de Courtrai, le château fort construit en 1290, 99 sur l'ordre de Philippe le Bel et démoli après en XVIe siècle. Il y a des ateliers artisanaux là-bas en logement. C'est très intéressant et c'est frappant quand on le regarde et parce qu'il est enveloppé d'une résille en acier qui cache l'escalier et façade. Un vrai trompe-l'œil, très intéressant comme bâtisse. Je retourne sur mes pas pour se retrouver sur la place Louise de Bétigny. Difficile d'imaginer, mais auparavant c'était ici un port de grand rivage et depuis 1930, c'est une place et aujourd'hui piétonne et entourée de belles maisons avec des façades du XVIIe siècle. Et ici, c'est la boutique Cézanne, une grande marque française née en ligne en 2013 par Morgane Zalery, euh, avec des articles en édition limitée, mais avec des prix accessibles. Et ici, je passe sur la rue des Chabossus, à côté de cet établissement emblématique de Lille qui a malheureusement fermé ses portes en 2016. Pendant 100 ans, cet resto était réputé par sa qualité et son service. D'ailleurs, il gagnait une étoile de Michelin en 1930 et les conservait pendant des décennies. D'ailleurs, l'île est remplie des épiceries, des boutiques, des cafés, des restos où on veut entrer parce que c'est tellement pittoresque. Mais je vais vous montrer mon coup de cœur. C'est une boutique assez exceptionnelle que j'ai adorée. Ça s'appelle Épicerie Madame, avec des produits fins sélectionnés. Et n'oubliez pas qu'on est en France, donc plein de découvertes culinaires et gastronomiques sont garanties. C'était toute une découverte pour moi et pour dénicher les trésors de terroir. Il y en a comme ça à Lyon, à Rouen, à Bordeaux et en 2018, elle a reçu le prix de la meilleure épicerie fine de France. Imaginez. Et ici, il y a de tout et pour la cuisine du quotidien et pour préparer les repas et pour préparer les repas des fêtes et pour décorer la cuisine et pour faire les fêtes, les parties entre les filles. Je me voyais vraiment entrer ici dans cette boutique puis de choisir occasionnellement comme ça des produits ou du décor ou des serviettes ou quelque chose d'exceptionnel comme du caviar pour faire des fêtes, des parties ou des petites brunchs. En tout cas, c'était une boutique absolument incroyable que j'ai adorée et j'ai beaucoup aimé comment c'était organisé, toutes les écriteaux. Euh, donc je suis sortie de cette boutique avec les serviettes pour ma maison et j'ai vraiment adoré. Et la prochaine fois que je vais visiter une de ces villes, je vais sûrement faire quelques achats encore. Vraiment bravo pour cette boutique, pour tout ce choix absolument incroyable et vraiment j'ai adoré. Et maintenant, un autre endroit, mais vraiment exceptionnel et mythique de cette ville. Je suis chez la maison Meurthe. Vous connaissez sûrement. C'est une des plus vieilles pâtisseries encore en activité au monde.
4 siècles de gourmandise depuis 1677. Quelle histoire! En 1607, 4 apothicaires et confiseurs commencent à exercer leur talent sur la rue Esquermoise. En 1710, le confiseur Alexandre Rollet prend les rênes. Il y aurait la boulangerie. En 1761, la maison est adjointe l'activité de chocolaterie. En 1810, Philippe Rollet est appelé à servir à la cour de Napoléon Ier, où il apportera ses crèmes glacées et ça sera un grand succès. En 1839, M. Rollet entreprend des travaux de rénovation et c'est à l'architecte Charles Benvignan qu'on doit cet incroyable décor orientaliste et flamboyant. En 1849, Jacques Merth, un homme d'affaires belge qui a passé 5 ans aux colonies et appris tous les secrets des plantations de cacao, vanille, café, canne à sucre, et c'est lui qui va créer la recette mythique du gaufre fourré à la vanille de Madagascar et qui restera inchangé jusqu'à ce jour. Imaginez. Et ça donnera un nom à cette marque. Donc, depuis là, cette marque va appeler la maison Merth. Il y aura bien d'autres. D'ailleurs, toute l'histoire est présentée fièrement au magasin. On peut tout lire. Et depuis 1910, c'est classé en monument historique. Et la cohorte des personnalités connues qui étaient attirées par les sucreries ne fait qu'accroître au fil des années. D'ailleurs, on dit que Charles de Gaulle, qui est originaire de Lille, aimait tellement ces gaufres qu'il les faisait livrer à l'Élysée. Donc, c'est une boutique à visiter, à déguster les gaufres, la crème glacée, la pâtisserie, la chocolaterie, ou acheter un bon thé qui est aussi reconnu et aussi avec une grande histoire de thé dans cette maison Merth. C'est une boutique incroyable, magnifique, très beau, et imaginez, toujours la même rue, le même nom de la rue, la même adresse depuis le début. Comment est-ce possible? Donc, rien à dire, pas de mots, juste bravo et continuez pour d'autres 4 siècles au moins. Et juste à côté, une autre porte et une autre découverte. C'est la maison Georges Larnicole, qui est déjà en 1993 a obtenu le titre de meilleur ouvrier de France. Il est reconnu par les torchettes et les couinettes. Et comme on peut lire ici, la torchette, c'est une galette qui est née en 1985 par hasard et fut rapidement le biscuit énergisant des véloplanchistes à la pointe de la torche en Bretagne. Donc, d'où le nom la torchette. Et il est réalisé à base d'amandes, noisettes, raisins et algues de Bretagne. Il n'y a pas de beurre ni jaune d'œuf. Il y a ici plein de chocolat, comme dans une boutique de chocolat, il y a plein de goûts. Et aussi, il est reconnu par les couinettes, la création des couinettes. C'est une petite pâtisserie feuilletée au chocolat, pistache, amande, framboise, caramel. Donc, c'est à nous de choisir. Et il fait référence à la fameuse spécialité bretonne, les couines amandes, le gâteau aux brioches avec du beurre. Et ce sont les queenettes, ce sont les mini queen Amman qui sont absolument délicieuses, mais au goût différent. Et finalement, je suis sur la grande place, le cœur de la ville. Officiellement, cette place est appelée place de Général de Gaulle après la libération de cette ville durant la Deuxième Guerre mondiale. Ici, c'est l'ancienne Grande Garde, actuellement Théâtre du Nord, construite en 1717. Et c'est facile à reconnaître parce que sur le fronton, il y a le soleil de Louis XIV
ajoutées d'armoiries de Lille et de France. Et à côté, il y a une bâtisse avec trois figures en or. C'est le bâtiment de la Voie du Nord qui symbolise trois provinces de la région. L'Artois, avec Terre-Neuve, la Flandre, avec une gerbe de blé, et le Hainaut avec un pigeon voyageur. Cette statue s'appelle Trois-Grâces. La Voix du Nord, c'est le nom d'un journal qui a apparu pendant la Deuxième Guerre mondiale et était créé par le mouvement de résistance français. Et ce journal était diffusé en zone occupée et c'est toujours un journal quotidien. Et ça, c'est la colonne de la déesse installée en 1845 pour l'héroïsme des habitants pendant le siège de Lille en 1792 par les armes autrichiennes. Et ça, c'est Furet du Nord, autrefois un magasin de fourrure qui est devenu une librairie universitaire en 1936 quand le proviseur de lycée rachetait la boutique. D'ailleurs, les furets servaient pour la chasse aux lapins, dont le pelage était très utilisé par les fourreurs. Et les fourrures sont pas là, mais le nom est resté. Et maintenant, je suis au Palais Riour, un autre endroit historique, mais qui vit une vraie malédiction durant des siècles, durant toute son existence. Il était construit en 1453 pour le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, pour devenir sa résidence, la résidence des ducs à Lille. En 1654, il devient la maison-ville pour le roi d'Espagne. Et ensuite commence vraiment une ligne noire dans l'histoire de ce palais. Durant les siècles, il est devenu victime des feux à de multiples reprises. Après une incendie en 1859, il était reconstruit, mais en 1916, un autre incendie le détruit définitivement, disparaissant les archives de la ville et la partie municipale des collections de la bibliothèque. D'ailleurs, son nom prévient de nom qui est resté du domaine médiéval qui était déjà sur cette terre quand elle était bâtie. Aujourd'hui, c'est l'office de tourisme qui l'occupe et c'est tout ce qui reste de ce majestueux palais. L'emblème, le Philippe le Bon, qui représente un briquet et petit objet en métal et l'escalier d'honneur d'autrefois. Des vitraux ne sont pas d'origine, ils proviennent d'une église de la région qui ont été remontés ici au 19e siècle. Et ça, c'est l'église Saint-Maurice. Quand on sort de la gare en arrivant à Lille, on remonte la rue Pierre-Mauroy vers la grande place et à gauche, on voit déjà cette magnifique église. Et derrière cette façade gothique qui est de l'autre côté, il y a une des plus anciens édifices religieux de l'île, dont les origines remontent à près de 1000 ans. Les premières traces datent de 1066, qui appartient au village voisin. Le bâtiment n'est pas de 11e siècle, mais c'était ici peut-être la plus ancienne paroisse des habitants. L'église qu'on admire aujourd'hui était en chantier presque 400 ans. Le début à la fin du 14e siècle et le dernier à la fin du 19e siècle. D'ailleurs, ce style architectural qui donne beaucoup de lumière à l'intérieur, parce que c'est une église hall, c'est flamand. Ce style est plus répandu en Belgique et dans les Flandres et rare en France. J'ai pas filmé à l'intérieur parce que c'était l'heure de la messe et je voulais pas déranger les gens. Mais ce qui est intéressant, Saint-Maurice fait partie de tout premier monument faisant avoir été protégée. C'est en 1840 qu'elle était inscrite sur la première liste des monuments historiques. Et d'ailleurs, c'est Prosper Mérimée, un grand auteur, qui a insisté de la défendre et l'inscrire sur cette liste de patrimoine. Et ici, c'est le musée des Beaux-Arts. D'ailleurs, une histoire est très intéressante parce que les fonds
de ce musée des Beaux-Arts était créé en 1792 et il détient les tableaux de Rubens, de Van Dyck, de beaucoup d'autres chefs-d'œuvre. Et c'est Napoléon Bonaparte qui signe l'acte de naissance de ce musée, dont les œuvres ont été confisquées aux institutions religieuses et immigrées de la ville le lendemain de la Révolution française. Au début, la collection n'était pas placée ici, elle était placée dans les chapelles, puis après dans l'ancienne hôtel de ville sur la place Rihour. Et c'est juste en 1881 que le maire de Lille décide de construire ce palais et placer toutes ses œuvres ici. Et d'ailleurs, il sera financé en grande partie par une loterie populaire en 1880. Et en face, c'est la préfecture de Lille, bâtie en 19e siècle. Et ici, je suis sur la rue des Brigittines. Cette ville regorge de petites histoires sur les rues. Et je vais vous montrer celle-là. Rue des Brigittines, qui est liée à l'histoire frissante. Autrefois, elle servait de passage au couvent des Brigittines. Elle est connue depuis 1604. On raconte qu'il y avait une sœur, Marie de Sang, qui a pactisé avec le diable, qui tentait empoisonner les sœurs et qui disait entendre les fantômes et qui, suite à toutes ces hallucinations collectives, ont assassiné la mère supérieure en Dubois. Et cette sœur était condamnée à la prison à perpétuer et après le calme est revenu. Aujourd'hui, c'est une rue aussi très calme, habitée et comme on dit, préservée au tumulte. Et je termine mon voyage à Lille ici, à la vieille bourse de Lille et qui a une très riche histoire. C'est en 1651 que la ville construit une bourse à usage des marchands et vend à 24 commerçants les parcelles de terrain sur cette place du marché, en prenant à sa charge la construction des galeries et des 4 entrées. Et donc, il sera enclose et environné de 24 maisons. Bien sûr, au cours des siècles, cette magnifique bâtisse a subi toutes sortes de restaurations, transformations, des fortunes diverses. Imaginez les histoires qui les entourent. Au 19e siècle, l'espace intérieur est aménagé comme un mémorial à la gloire de l'industrie française. Napoléon Ier au centre et les bustes des savants et des industriels dans la galerie. Aujourd'hui, c'est le paradis des bouquinistes. C'est le marché aux livres. Il y a un choix des livres ici et infini. Les livres, les brochures, les cartes. Mais c'est cette mémoire des savants qui m'a absolument impressionné. Et voilà, la ville aux briques rouges, aux rues courbées et pavées, remplies de légendes et d'anecdotes, aux magnifiques beffrois et aux mascarons et façades à couper le souffle, aux restos, cafés accueillants, simples, mais savoureux, et aux habitants calmes et très créatifs. Merci beaucoup, Lille. Je te dis au revoir. Peut-être un jour on se verra. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.